Alors bienvenue à tous et merci d'être avec nous ce soir. Alors, mon nom est Valérie Bedou, je suis psychopédagogue d'origine française, québécoise d'adoption depuis maintenant quelques années, 16 ans. Et puis, je me fais un plaisir de la structure d'accueil des migrants français et d'ailleurs au Québec. Et moi, je suis Yves Martineau, je suis consultant réglementaire en immigration. Bon, j'ai immigré presque 8 ans au Mexique. On a pensé que c'était pertinent comme information parce que même si je suis d'ici et né ici, je comprends bien la réalité de l'expatriation, de l'immigration, pour l'avoir vécu aussi au Mexique. Parfait. Alors, d'abord, je pense qu'il est important de vous parler du jargon de l'immigration parce que c'est quelque chose que vous allez souvent retrouver dans les documents. On sait que quand on veut avoir des ressources, on va sur Internet. Malheureusement, souvent, c'est beaucoup trop d'informations ou pas assez, et puis trop, c'est souvent pas assez. Donc, on voudrait mettre le clair aussi sur. Souvent, on parle du Canada. On n'est pas nationaliste, mais on veut quand même préciser que le Québec est une province du Canada et que quand on dit on veut venir au Canada, c'est essentiellement le Québec, parce que l'immigration au Québec et l'immigration dans le reste du Canada, ça va être un petit peu différent, puis on va aborder ce sujet tout à l'heure. On parle bien du Québec. En québécois, on est au Québec, au Canada certes, mais avant tout au Québec. Alors, visa, permis de travail versus permis de travail, même si on va le développer au niveau de l'immigration, je voulais qu'on commence déjà à faire le clair parce que souvent on me demande est-ce qu'on a besoin d'un visa pour venir au Québec ou au Canada? Alors, dans certains cas, oui, dans certains cas, non. En fait, non, tout le monde a besoin d'un visa. On le reverra dans la démarche d'immigration, mais quand on parle de visa et de permis de travail, je voulais faire la distinction. On verra comment après, mais il y a quand même une distinction entre visa et permis de travail, ça n'est pas la même chose. Immigration versus mobilité internationale. Alors là aussi, souvent, on fait l'amalgame en disant je veux savoir ce qu'on fait pour l'immigration. Quand on parle d'immigration, essentiellement dans cette conférence ce soir, quand on va parler d'immigration, on parle de démarche légale d'immigration, c'est-à-dire les papiers que l'on fait pour obtenir un permis de travail, une résidence permanente ou un visa au Québec et au Canada. Ça, c'est effectivement l'immigration. Maintenant, la mobilité internationale, c'est une autre notion. Ça renferme effectivement les démarches légales d'immigration, mais également les démarches de relocalisation, le logement, les écoles, etc. Et l'intégration culturelle et professionnelle. Et ensuite de ça, relocalisation justement versus relocation versus installation. Quelle est la différence? Ben, il n'y en a aucune. En fait, c'est la même chose. Relocation, c'est un barbarisme dans le sens où c'est une mauvaise traduction française du mot anglais qui est relocation. Et relocalisation, c'est le vrai mot qui veut dire au bas mot l'installation. C'est-à-dire, en fait, l'installation, ça va aller de la préparation psychologique à la relocalisation, de la recherche de logement, la recherche d'école, la recherche de véhicules, le choix de la région où on va habiter, etc. Donc ça, c'est vraiment de la relocalisation. Alors, la motivation à immigrer, j'imagine qu'il y a parmi vous des célibataires, des couples, des familles. Votre motivation à vous est très différente, à chacun est très différente. Alors, ça peut aller de l'envie ou du besoin d'une nouvelle vie. Ça peut être un rêve, ça peut être le besoin de rechercher un emploi. Mais quelle que soit votre motivation, il est vraiment important de comprendre que immigrer dans un pays, même si c'est un pays qu'on voit comme un idéal de vie, comme un pays idéal, on parlera après de la notion d'idéal, mais euh, c'est pas un pas facile, c'est pas un pas qu'on prend à la légère, c'est quelque chose qui se réfléchit et qui se prépare psychologiquement, physiquement, matériellement. Et mieux on est préparé pour passer, pour ce pas-là, pour faire ce pas-là, mieux ça va se passer. Mais il faut être sûr d'avoir pu mettre des mots et de mettre
éclaircir le fait que les motivations qu'on a rejoignent celles de notre famille déjà. Ça, c'est important. Et ensuite de ça, qu'on a bien identifié les attentes que l'on avait, les craintes que l'on avait, et qu'on arrive à agir en conséquence par rapport à ces attentes, par rapport à ces craintes. Alors, cette réflexion-là, justement, qu'on la fasse seule, c'est une chose, c'est plus facile, je dirais, que de pouvoir la faire à deux. C'est très important, quand on est un couple, de pouvoir faire participer son conjoint, à savoir, même dans le couple, on peut avoir des visions, des attentes et des craintes qui sont très différentes. Donc, ça va être important de pouvoir réfléchir à deux. Et en famille, il est important aussi de faire participer les enfants quand on immigre en famille parce que les enfants, suivant les âges qu'ils ont, s'il y a des choses qu'ils ignorent, on ne leur donne pas le choix. C'est les seuls dans la famille, la plupart du temps, qui n'ont pas le choix. Et s'il y a des questions qui se posent face à l'inconnu, ils vont fantasmer, peut-être avoir des peurs, peut-être avoir des excitations, des attentes qui ne seront pas du tout celles qu'ils vont avoir une fois arrivés dans le pays. Donc c'est vraiment important de pouvoir communiquer autour de ce projet-là. C'est une réflexion qui doit se faire de manière ouverte et très communicante pour pouvoir justement aller de l'avant ensemble. C'est très important. La préparation administrative et la planification des actions est aussi importante dans le sens où il y a beaucoup de papiers à préparer. Vous vous rendrez compte quand vous allez parler d'immigration. Il y en a certainement parmi vous parce qu'on nous a parlé de demandes de certificat de sélection du Québec. Donc, ils sont déjà dans un processus où on vous a demandé de papier, on vous annonce des délais qui sont probablement longs. Donc, c'est vraiment important de préparer ces démarches-là, de savoir au niveau de la santé, ce dont vous allez avoir besoin, pour les écoles des enfants, pour tout ça, il va falloir que vous prépariez, c'est important. Et planifier, ben, arriver à planifier dans le temps de manière à ce que ne pas tout faire au dernier moment. Plus on va pouvoir planifier nos actions de manière détaillée et préparée, mieux ça va se passer automatiquement. Quand on quitte un pays, la dernière chose qu'on veut, c'est être en bon français rushé, c'est-à-dire être poussé, être pressé par les actions de dernière minute. On doit dire au revoir à la famille, on doit dire au revoir aux amis, on doit quitter la maison, organiser un déménagement, préparer les enfants, préparer les valises. Alors si les démarches administratives sont faites à l'avance, vous allez voir que vous appréciez. Alors, est-il on a une question, mais ça, je pense que c'est des questions qu'on verra peut-être par la suite. Euh, on a plein de questions là, Louis. Écrivez-nous vos questions, puis je pense qu'on les reprendra toutes à la fin parce qu'elles ne sont pas forcément sur la bonne période du PowerPoint. Est-ce que si je parle un peu plus lentement, vous m'entendez plus facilement? Parce que je parle peut-être un peu vite, parce qu'il y a des problèmes de son. On va essayer de régler ça. Malheureusement, c'est souvent dû à la connexion Internet. On me dit que oui. Alors, je vais parler plus lentement. Oui. Le microphone est là. Je suis vraiment en face. Alors, je suis désolée, mais je ne peux pas me rapprocher plus du microphone. OK. Alors. Alors, bon, on va continuer. Donc, la préparation financière, ça aussi, c'est important quand on arrive dans un nouveau pays, sauf si on a un emploi avant de partir, mais il faut bien préparer son arrivée ici en ne se disant pas, ben, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, je vais trouver de l'emploi en 2 semaines, donc je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent devant moi, d'avoir des économies devant moi pour vivre. Il ne faut pas vous créer de pression, même si c'est le cas, même si ça peut être le cas. Ne vous créez pas de pression et puis essayez de prévoir quand même quelques semaines pour prendre le temps de vous installer ici. C'est important. Et la préparation psychologique, hein, comme je vous disais, au niveau de la réflexion, il faut penser à tout. Et puis, il faut aussi penser à long terme et à court terme. Arriver à identifier quelles sont vos attentes, c'est-à-dire
Est-ce que vous voulez avoir une expérience à court terme? Est-ce que vous voulez avoir une expérience à moyen terme et ou une expérience à long terme? Est-ce que vous vous sentez prêt pour une expérience de vie? Est-ce que vous voulez vraiment changer de vie? Est-ce que vous voulez seulement vivre une expérience et faire vivre une expérience à votre famille? Ou est-ce que vous ne savez pas, tout simplement, vous savez que vous avez besoin de bouger, mais vous ne savez pas. Alors, il existe différents permis de travail, justement, qui vont pouvoir vous aider à vous diriger vers le bon chemin et la bonne décision, la bonne démarche d'immigration dans ce sens-là. Alors, justement, on va parler des démarches d'immigration. OK, donc, il y a beaucoup de mots de vocabulaire. Quand on parle de visa, d'abord, si je me fie au premier mot qui vient sur notre diapositive, un visa, en fait, c'est un document de voyage. C'est un document qui permet d'entrer au Canada. Les citoyens français n'ont pas besoin de visa pour entrer. Donc, avec le simple passeport français, on peut se présenter à un poste frontalier ou à une douane à un aéroport et entrer au Canada. Cependant, dans tous les cas, un agent des douanes va toujours vouloir s'assurer qu'un étranger qui entre au Canada a suffisamment d'argent pour soutenir financièrement ses besoins pendant son voyage. Et l'agent des douanes doit aussi être convaincu que l'étranger sortira du Canada à la fin de son séjour. Habituellement, un visa de visiteur, une entrée simple, permet d'entrer au Canada pour une période de 6 mois. En général, dans les contrôles douaniers, il y a très peu de questions qui se posent, mais il peut toujours y arriver que si, par exemple, vous dites que vous venez rencontrer, par exemple, l'amour de votre vie. Par exemple, vous avez rencontré un Québécois, une Québécoise sur Internet et vous avez l'intention de venir conquérir son cœur en personne et vous dites ça à l'agent des douanes, assurez-vous de convaincre l'agent des douanes que pour ce voyage-ci, votre séjour sera temporaire. Parce que si l'agent des douanes a des doutes sur votre intention de quitter le Canada, eh bien, il pourrait tout simplement vous nier l'entrée et vous seriez forcé de reprendre le prochain vol à la direction de Paris, par exemple. Donc, le visa est un document de voyage. Un permis de travail temporaire, de même qu'un permis vacances-travail ou qu'un permis d'études, bien comme le nom le dit, est un permis pour un séjour temporaire, mais pour une activité précise. Donc, quand on a un permis de travail temporaire, c'est à des fins de travail. C'est-à-dire que le visa, c'est-à-dire si j'entre tout simplement comme visiteur avec, par exemple, mon passeport français, est-ce qu'il y a des personnes en assistance qui ont une nationalité autre que la française? Vous pourrez le mentionner pendant que je vais parler. Mais par exemple, si j'entre au Canada avec mon passeport français, eh bien, je pourrais séjourner au Québec, je pourrais visiter, faire du tourisme tant que je veux, mais je ne pourrais pas travailler. Je pourrais étudier, mais pour une période allant jusqu'à 6 mois. Par exemple, si je veux prendre un cours d'anglais, si je veux prendre quelques cours que ce soit, pour une période de moins de 6 mois, alors mon visa est bon. Mais si je veux travailler, il me faut absolument un permis de travail. Et si je veux étudier plus de 6 mois, il me faut absolument un permis d'études. Alors, un permis de travail, il y a, bon, il y a différentes façons d'accéder à un permis de travail. De façon générale, le travailleur étranger doit passer par une offre d'emploi validée par un employeur. Et un employeur devra démontrer qu'il n'y a pas de Canadien dans cette zone-là qui puisse occuper le poste désiré. Cependant, il y a une énorme panoplie, une grande gamme d'exceptions à cette obligation qu'un employeur démontre qu'il n'y a pas de Canadien qui puisse occuper le poste en question. Une de ces exceptions, c'est le permis vacances-travail. Donc, il y a un accord entre les gouvernements du Canada et de France qui permet à des jeunes de 18 à 30 ans de venir pour une année ou deux avec un permis temporaire. Ça peut être un permis de vacances-travail, ça peut être un permis pour jeunes professionnels également. Là, je ne vais pas aller trop dans les détails, dans les technicalités, mais bon, voilà. Si je commence, je peux en parler longtemps, mais voici. Il y a un permis de vacances-travail pour les citoyens français qui permet de venir temporairement pour, comme le nom les venir en vacances, même étudier des courtes périodes de temps et travailler.
pour 12 mois, effectivement. Et le permis de vacances-travail comme tel n'est pas renouvelable, mais il est possible tout de même de prolonger son séjour avec des stratégies qui nous permettent d'avoir un autre type de permis de travail temporaire. Mais là, je ne veux pas aller trop dans les détails, je veux juste dire que ce sont des possibilités. Bref, si je fais un résumé là, sur un séjour temporaire avec un simple visa, c'est-à-dire avec le simple passeport français, on peut venir au Canada, mais on n'aura pas le droit de travailler ou d'étudier pour plus de 6 mois. Donc, on peut visiter, faire du tourisme tant qu'on veut. Pour venir travailler, il faut un permis de travail. Pour un permis de travail, il faut remplir les conditions qui s'imposent. Ça peut être avec un permis de vacances-travail, avec une offre d'emploi validée par un employeur ou quelque autre exception que ce soit. Les entrepreneurs, par exemple, peuvent avoir un permis de travail de propriétaire exploitant. Donc, des personnes qui ont un plan d'affaires, qui veulent monter une affaire au Québec, par exemple, peuvent avoir un permis de travail pour leur affaire. Je pourrais m'étendre très, très, très longtemps sur toutes les possibilités de permis de travail, mais en résumé, ça en prend un. Il y a un permis d'études pour des études de plus de 6 mois, requiert que tout d'abord, on s'inscrive à une institution d'enseignement. Ça peut être pour un cours d'anglais, pour un cours de soins en éducation préscolaire, etc., etc. Une fois qu'on a une lettre d'admission de l'institution d'enseignement, eh bien, on peut faire une demande de permis d'études auprès de l'ambassade du Canada à Paris. Maintenant, quand on parle de résidence permanente, eh bien là, ça répond aussi à une question qui était est-ce qu'il est mieux de venir avec une résidence temporaire ou une résidence permanente? Eh bien, ici, la résidence permanente, c'est vraiment à des fins de s'établir. La résidence permanente donne les mêmes droits que ceux octroyés aux citoyens canadiens, avec quelques exceptions. Les principales sont que seuls les citoyens canadiens peuvent voter et avoir le passeport canadien. Les résidents permanents n'ont pas ces droits-là. De même, si vous voulez faire partie de la police ou vous enrôler dans l'armée canadienne, il vous faut être citoyen. Mais disons que pour les choses qui touchent vraiment la grande majorité des gens, les restrictions pour un résident permanent, en comparaison à un citoyen, est le droit de vote et le droit du passeport canadien. Pour tout le reste, les droits sont les mêmes, c'est-à-dire que tout le tissu social, tous les services sociaux sont les mêmes pour les citoyens que pour les résidents. Les droits du travail, les obligations aussi du travail, les obligations d'impôt, l'assurance chômage, l'assurance santé, etc. Tout ça, ce sont des droits qui sont octroyés de même façon aux citoyens, aux résidents permanents. Et quand on parle du PEC, le PEC, c'est le mot court pour le programme, pour le programme de l'expérience québécoise. Ça, c'est un des chemins, un des nombreux chemins pour arriver à la résidence permanente. Il y a eu quelques questions qui étaient posées sur les examens de langue. Est-ce qu'un IELTS est utile? Est-ce que, comme français, je dois présenter un examen de français? Bon, ça, c'est des questions. On peut y toucher ça bien brièvement, on fera plus en détail plus tard. Il y a différents programmes d'immigration permanente. Si on pense à tout le Canada, il y a presque 70 programmes de résidence permanente. Au Québec, il y en a un bon 6 ou 7, mais les principaux sont pour les travailleurs qualifiés. Donc, on peut faire une demande sous un programme régulier de travailleurs qualifiés dans le cas où on peut se qualifier à une grille de sélection qui a des points. Donc, on a des points pour son niveau de langue, français, anglais, pour son niveau d'éducation, pour le domaine de formation, pour son âge. Donc, Mial ici demande, j'ai 50 ans, est-ce que ça pose problème? Non, ça ne pose pas de problème en soi, mais dans la grille de sélection, il y a des points qui sont octroyés à l'âge. À 50 ans, il n'y a pas de points, il n'y a plus de points à l'âge, mais on peut compenser ces points-là avec un bon niveau d'anglais, par exemple, un niveau d'études plus élevé. Et le programme de l'expérience québécoise est pour des personnes qui sont venues temporairement au Québec, soit avec un permis de travail et qui ont travaillé pendant 1 an, ou avec un permis d'études et qui ont étudié en général pendant 2 ans, parfois 3 ans, et qui, après leur expérience québécoise, donc se sentent intégrés
Et il y a un programme de résidence permanente accéléré pour ces personnes-là. Accéléré parce qu'on considère que ce sont des personnes qui sont déjà préintégrées et qui ont d'excellentes chances de trouver un bon emploi, de s'intégrer à la communauté, de participer donc à la vie sociale, communautaire et économique du Québec. Les délais de traitement, ils varient beaucoup. Si on parle d'un permis temporaire, habituellement, bon, le simple visa, il n'y a aucune démarche à faire. On arrive à la douane avec son passeport. Pour un permis d'études ou un permis de travail, on pense habituellement à 2 mois, 3 mois de démarche administrative. Pour le permis de travail, encore là, ça dépend, il y a beaucoup de variantes, mais on peut dire que ça prend aussi entre 4 et 10 semaines, selon le cas. Mais il y a presque toujours une marge d'erreur quand on parle de temps. Mais un permis de travail, un permis d'études va être relativement court. On pourrait dire qu'à l'intérieur de 3 ou 4 mois, il est possible d'avoir un permis de travail ou d'études. Une résidence permanente, maintenant, peut prendre plus de temps selon que ce soit un programme régulier, un programme accéléré ou un programme d'expérience québécoise. Si on prend, par exemple, un programme régulier, les délais de traitement pour la résidence permanente sont autour d'une année et demie, autour de 18 mois. Si on a une profession privilégiée, je pense à des personnes qui ont un diplôme en infirmerie, en chimie, en mathématiques statistiques, par exemple, alors là, on entre dans une catégorie prioritaire et les délais sont beaucoup plus courts. On pense technologie d'information dans certains domaines qui vont entrer dans des catégories prioritaires qui permettent d'avoir la résidence permanente environ 9 mois. Et le PEC, le programme de l'expérience québécoise, pour des gens qui sont déjà ici, eh bien, sous ce programme-là, on peut obtenir le certificat de sélection du Québec à l'intérieur de 4 semaines seulement. Donc, 4 semaines. Mais il faut aussi ajouter les délais du gouvernement fédéral pour l'obtention de la résidence permanente comme telle. Et là, les délais peuvent aller de 3 jusqu'à 12 mois selon la situation de chacun. En bref, les délais sont très, très, très difficiles à prédire. On peut avoir une idée générale, mais les circonstances font qu'il y a en général une marge d'erreur sur la prédiction qu'on va faire des délais à venir. Il y a Jeff qui a une question justement sur, il demande si demain il a une promesse d'emploi. OK. Ce serait peut-être bien de détailler un petit peu comment se font les démarches et qu'est-ce que fait l'employeur, qu'est-ce que fait le candidat. Oui, effectivement. Dans le cadre d'une promesse d'emploi, l'employeur, bon, ici, il y a une promesse d'emploi peut conduire à deux types de démarches d'immigration. Si c'est pour un permis de travail temporaire, pour une durée de 1 an, 2 ans, 3 ans, à ce moment-là, l'offre d'emploi devra être validée par l'employeur. C'est vraiment une démarche que l'employeur doit réaliser. Comme candidat, comme travailleur, on a très peu de contrôle sur cette démarche-là. Donc, l'employeur au Canada doit faire une demande de ce qu'on appelle d'avis relatif au marché du travail auprès du gouvernement fédéral du Canada. Il faut également faire bon, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais en bref, c'est une démarche que l'employeur doit faire. Et cette démarche-là consiste à démontrer qu'il n'y a pas de Canadien qui puisse occuper le poste désiré, ou bien voir s'il y a une exception à l'obligation d'avoir un avis relatif au marché du travail. Et là, il y a différentes exceptions selon la profession. Si c'est un poste, que sais-je, d'analyste en informatique, par exemple, de programmeur, si vous êtes designer de page web, par exemple, il peut y avoir certaines façons d'éviter l'obligation d'avoir une validation d'offre d'emploi. Maintenant, si on pense à la résidence permanente et que la promesse d'emploi se veut permanente, c'est-à-dire à durée illimitée ou à durée indéterminée, alors à ce moment-là, l'offre d'emploi permanente et validée permettra d'accéder à la résidence permanente de façon accélérée. Dans l'essence, les exigences sont assez semblables. Il faut que l'employeur, encore là, fasse le gros du travail là-dessus. Il doit démontrer au gouvernement du Canada et du Québec qu'il n'y a pas qu'il n'arrive pas à trouver de la main-d'œuvre localement. Et c'est pour ça qu'il veut
accélérer les processus pour que vous, comme travailleur étranger, puissiez venir travailler aussi rapidement que possible. Mais dans les deux cas, l'essentiel de la démarche doit être faite par l'employeur canadien. Ici, je ne sais pas si je vais aller dans les cas précis. En fait, dans les cas individuels, parce qu'on a seulement une heure. J'aimerais dire cependant par rapport au programme régulier d'immigration et même par rapport au PEC, tout Français que vous êtes, tout francophone que vous êtes, même si vous avez fait toutes vos études, toute votre vie en français, il est obligatoire de présenter un examen officiel de français. Ça peut être un DALT, ça peut être un TEF ou un TEFAC, un TCFQ ou un TCF. Et pour l'anglais, donc le seul examen d'anglais qui est accepté est le IELTS. Cet examen-là est très utile si vous manquez de points. Par exemple, une personne nous disait qu'il a 50 ans, qu'il ou elle a 50 ans. Alors, puisque cette personne-là perd des points à l'âge, il a tout avantage à avoir des points additionnels pour l'anglais. On peut gagner jusqu'à 6 points avec un niveau avancé d'anglais. Un niveau intermédiaire d'anglais nous donnerait 4 points et un niveau élémentaire ou de base nous donnerait 2 points. Donc, présenter un examen IELTS peut être utile, effectivement. Mais là, c'est vraiment je donne ça comme information générale, mais ça dépend vraiment de chaque cas particulier, de chaque situation, de chaque projet, vraiment. Thierry avait une question concernant le permis de travail temporaire. Je pense qu'il est important de préciser qu'un permis de travail temporaire, excepte le PVT, doit être demandé par un employeur. Donc, il doit y avoir une offre d'emploi pour avoir un permis de travail temporaire. Effectivement. C'est seul le cas d'un PVT où on n'a pas besoin d'avoir un permis vacances-travail. Il y a aussi d'autres exceptions. Par exemple, si vous êtes en couple et votre conjoint, votre époux, votre épouse viendra étudier avec un permis d'études pour une durée d'une année ou plus, pour des études à temps plein, comme conjoint ou conjointe qui accompagne, il est possible d'avoir un permis de travail ouvert pour travailler le temps des études de votre époux, de votre épouse. Maintenant, une autre question de Thierry était, est-ce que je peux arriver au Québec avec un permis de travail et ensuite demander un permis de résident permanent sur place? Oui, c'est possible, même que, par exemple, grâce au programme de l'expérience québécoise, ça sera beaucoup plus rapide. Ça sera une démarche qui est beaucoup plus rapide parce que justement, le programme de l'expérience québécoise privilégie les personnes qui sont déjà au Québec en train de travailler parce qu'on détermine que ce sont déjà des personnes qui se sont intégrées au marché du travail, qui ont contribué à l'économie, qui sont intégrées dans la communauté. Donc, ces personnes-là entrent dans un processus de résidence permanente accéléré après avoir travaillé pendant au moins une année à temps plein. Mais attention, dans un niveau d'emploi qui soit technique, professionnel ou administratif. Donc, il faut qu'il y ait un certain niveau de compétence à l'offre d'emploi. Si je viens travailler, par exemple, comme serveur dans un restaurant, c'est un travail très noble, mais le niveau d'emploi, le niveau de compétence pour occuper de cet emploi ne sera pas suffisant pour accéder au programme de l'expérience québécoise. Il faudrait voir un autre programme d'immigration permanente à ce moment-là. Je ne dis pas que si on vient travailler comme serveur ou serveuse, on ne peut pas accéder à la résidence permanente, mais on ne pourrait pas le faire par le programme de l'expérience québécoise. Non, péquiste, là, c'est c'est différent. Péquiste, c'est l'adjectif qu'on a donné au Parti québécois, donc aux adhérents, aux membres du Parti québécois, tandis que le PEC, PEQ, est le programme de l'expérience québécoise. Rien à voir, ça peut être des PEQistes. Donc là, je pense que s'il y a d'autres questions sur l'immigration, il y a peut-être des choses qui nous viendront, auxquelles on pourra répondre à la fin. Ah. OK. En fait, bon, pour Querette, si vous avez déjà une demande de résidence permanente en cours, rien n'empêche de faire une demande de visa temporaire ou de permis temporaire de façon parallèle. Il est possible, encore là, comme bon, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est un cas un peu précis, mais de façon sous quelques précautions à prendre aussi, il est tout à fait possible d'avoir une demande de résidence permanente et de façon parallèle avoir une demande de permis de travail d'un employeur. Un n'empêche pas l'autre. Au contraire, un pourrait appuyer l'autre.
Une précision, cependant, c'est que pour avoir un permis temporaire au Canada, il faut convaincre l'agent d'immigration, l'agent des douanes, qu'on va sortir du Canada à la fin du séjour. Donc, le fait d'être en processus de résidence permanente pourrait faire penser à l'agent des douanes que vous n'avez pas l'intention de sortir du Canada. Il faut à ce moment-là invoquer l'article, bon, c'est l'article 22.2 de la loi d'immigration et de la protection des réfugiés qui dit que, le titre de l'article est la double intention. Il est possible pour une personne en processus de résidence permanente d'obtenir un permis de séjour temporaire tant et aussi longtemps que l'agent d'immigration est convaincu que l'étranger sortira du Canada à la fin de ce séjour-ci. C'est donc dire, oui, monsieur l'agent aux douanes, j'ai l'intention d'immigrer de façon permanente au Canada, mais pour ce séjour-ci, je vais séjourner de façon temporaire. Je rentrerai en France ensuite pour quelques démarches administratives que j'ai. J'ai une maison à vendre, je veux venir voir ma mère à Noël, quoi que ce soit. Mais il faut convaincre l'agent des douanes qu'on va sortir du Canada à la fin de ce séjour-là. Euh, OK, donc, bon, on s'étire un petit peu dans le temps. Peut-être qu'on peut continuer avec la présentation et retourner aux questions d'immigration plus loin, parce que je sens qu'on pourrait passer un bon 2-3 heures Ouais. sur les questions d'immigration. Ok, on va continuer un peu sur la relocalisation. Donc, une fois que vous avez soit un permis de travail, soit un permis de vacances-travail, soit une résidence permanente, vous allez devoir procéder à la relocalisation. La relocalisation ne veut pas dire les mêmes choses pour les uns et pour les autres, qu'on soit célibataire, en couple ou en famille, c'est très différent. Néanmoins, ça demande quand même une préparation, une planification. J'en ai parlé tout à l'heure, je le redis parce que c'est vraiment important. Alors, pour ceux qui vont arriver avec un emploi, avec un employeur qui est l'employeur à une adresse, à un certain endroit, c'est évident qu'on va essayer de trouver un logement, de trouver un endroit de vie pas trop loin de chez l'employeur, avec des systèmes, des transports en commun si on n'a pas d'auto, ou si on est en famille et qu'on a une seule auto. Bon, c'est des petites choses qu'il faut considérer. Donc, il faut bien connaître les transports en commun autour, les modes de, de transport. Nous aussi, on a ici des bouchons, du trafic comme en France, donc faire attention de savoir combien de temps ça prend pour aller de l'employeur à chez soi. Donc, suite à ça, on va pouvoir choisir son environnement de vie. On va faire ce qu'on appelle une orientation géographique, c'est-à-dire dans un périmètre donné du transport en commun et du transport en auto, savoir où est-ce que ça nous intéresse suivant l'école des enfants ensuite, le travail de la conjointe ou les loisirs que l'on peut avoir, aller choisir son lieu de vie, aller choisir son quartier. Ensuite de ça, il y a les gens qui, eux, arrivent au Québec sans avoir encore d'emploi, qui arrivent avec une résidence permanente et qui sont là à très long terme, ça on le sait. C'est en général les résidents permanents, c'est 3 ans, c'est au maximum au Québec. Et donc ces gens-là, ils vont arriver au départ sans savoir trop où ils vont aller. Alors là, une fois de plus, encore, quelle que soit la ville, au niveau de votre activité, vous allez pouvoir rechercher un emploi. C'est important d'aller choisir son quartier, d'aller choisir sa ville, sa région. Il y a une très forte politique de régionalisation au Québec parce que c'est une pénurie d'œuvres. Au Québec, il y en a aussi en région. Et la vie en région peut être vraiment très agréable. Notre immigrant, arriver dans une petite ville, dans une région, souvent on se sent plus accueilli, les ressources sont peut-être beaucoup plus accessibles que dans une grande métropole. Et ça, le choix appartient à chacun. Et ça ne veut pas dire que le choix qu'on a fait, on a vécu une année dans une ville, ça ne nous plaît pas, puisqu'on ne peut pas s'en aller ailleurs. Vous avez la libre circulation, ça fait partie de la charte des droits canadiens. Donc, une fois que vous êtes ici, vous pouvez toujours décider de changer de quartier, bien sûr. Alors, ça m'amène à quelque chose d'important qui n'est peut-être pas évident, mais si vous avez la possibilité de prévoir quand vous arrivez une période de logement temporaire, parce que vous avez de la famille, vous avez des amis,
vous arrivez à trouver un logement temporaire au Québec avant de vous installer définitivement, c'est appréciable parce que ça va vous permettre de vous laisser le temps d'aller prendre le pouls d'un quartier, chercher les écoles des enfants, chercher de l'emploi, puis ça vous permettra de mieux choisir et de prendre le temps de choisir votre quartier, votre appartement. Alors, la recherche d'un logement, il faut savoir qu'au Québec, généralement, mais encore là, c'est pas une loi, c'est juste un état de fait puis une façon de faire. Les baux vont du 1er juillet au 30 juin. Ce qui veut dire que tout le monde déménage le 1er juillet. Alors, partout au Québec, il y a des camions de déménagement partout. Néanmoins, de plus en plus, on trouve des propriétaires qui sont beaucoup plus ouverts à faire un bail à partir du mois de septembre, n'importe quel mois de l'année. Donc, on trouve à se loger au Québec assez facilement, dépendamment, bien entendu, du budget, du quartier. Il y a des quartiers qui sont beaucoup plus privés que d'autres. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, ces baux-là sont d'un an, renouvelables chaque année, bien entendu, mais en général, c'est un minimum d'un an. Et sauf cas de logement temporaire, le bail d'un an va jusqu'à un an. C'est-à-dire que c'est très rare de trouver un propriétaire qui va faire un bail de moins d'un an. La législation, c'est vraiment un an. Quand on parle de la recherche de logement, alors quelque chose, une notion qui est un petit peu différente dans l'Europe, en France, on ne parle pas de F3 ou de T3 où vous allez voir souvent des 1,5, 2,5, 3,5. Alors, le chiffre représente le nombre de pièces. Un, par exemple, c'est un studio. Et le demi, c'est la salle de bain. Voilà. Donc, 2,5 va avoir cuisine, chambre, cuisine, salon, chambre et salle de bain. Un 3,5 va avoir cuisine, salon, chambre, plus salle de bain. Mais la cuisine compte dans le nombre de pièces. 1,5, c'est-à-dire que la cuisine est ouverte. Et puis, le reste du temps, vous avez une salle, mais la cuisine, le salon, la salle à dîner. Et les chambres comptent comme un nombre, plus le demi, c'est la salle de bain. Les prix varient, bien entendu, suivant le quartier, l'accessibilité au transport en commun, la ville, la région. Donc, on ne peut pas vous donner de prix si vous habitez. On parle de duplex. Alors, le duplex aussi a une notion complètement différente dans France. En France, un duplex, c'est un appartement sur 2 étages. Ici, c'est 2 étages avec un appartement par étage. Donc, on a pas mal de duplex. Ce sont des petits blocs, des petites maisons, 2 appartements. Alors, location par agence ou par propriétaire, par agence, non. On n'a pas, il y a quelques agents immobiliers, des appartements, des duplex, des maisons, mais c'est assez rare et on passe rarement par eux au niveau de la location. Il n'y a pas non plus le système de recherche d'appartements comme vous pouvez avoir en France. Il y a ERA, il y a l'adresse, il y a la FNAIM, qui sont des agences qui peuvent vous chercher des locations selon les critères que vous allez demander, ou alors vous payez un certain montant forfaitaire et ils vous proposent plus d'appartements. On n'a pas de pénurie d'appartements ou de logements au Québec. Il est encore facile de se loger. Donc, vous n'avez pas de problème. Je vais vous donner un site qui est très important au Québec qui s'appelle kijiji.com. K-I.ca. Pardon. Oui. Kijiji.ca et qui est un site où on va annoncer tout ce qui est annonçable. Des vélos, des logements, des emplois. Il y a vraiment de tout sur Kijiji. Ouais, ah, il y a Pascal qui est déjà vendu au site. Donc, c'est déjà un bon signe. On va mettre, On va vous en mettre les packs. les packs. Point. Il faut aller voir, on a tellement l'habitude de se rentrer dans le favori. Donc, pour le logement, c'est quand même intéressant de pouvoir aller voir sur Kijiji ou tout simplement vous promener dans le quartier. En général, les logements à louer sont affichés.
Ensuite de ça, on a, nous, les journaux de presse, donc lapresse.ca. D'ailleurs, vous avez un site qui est cyberpresse.ca. On a un journal qui est plus artistique maintenant, mais dans lequel on peut également trouver des logements, c'est voir.ca. Donc ça, c'est que des petits endroits où vous allez pouvoir trouver des logements. Voilà. En ce qui concerne le logement, existe-t-il des APL? Non. L'aide pour le logement n'existe pas ici. Alors, ça me fait penser à vous parler de justement des aides, les aides sociales, tout comme le chômage au Québec, et sont très, très différents de la France. On est en Amérique du Nord avec un système, on a de la chance d'avoir un système de santé où les soins de santé sont pris en charge à 100%. Euh, une grande partie des soins de base, on va dire, sont pris à 100%. Mais tout ce qui est on va dire, les jouissances sociales françaises comme l'APL, les allocations familiales, etc., n'existent pas ici ou existent pour les familles défavorisées. Et je pense d'ailleurs que sur les permis de travail, c'est même pas les même pas. Pour les permis de travail temporaire, on peut avoir l'assurance santé si l'employeur y contribue. Sinon, il faut avoir une assurance santé privée. Et souvent, il y a un délai de carence de 3 mois. Oui, c'est effectivement. Il y a des assurances qui vont faire le pont sans problème. Euh, c'est motivant. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Hein. Ça, c'est sûr que c'est comme ça. Les services, oui. Mais l'hypothèque peut être payée en 20 ans. Alors, il faut aussi. L'hypothèque au Québec, c'est le crédit logement en France. Alors, si vous achetez une maison, ici, on appelle ça une hypothèque. C'est la même chose, c'est juste que ici, l'hypothèque dit que la maison appartient à la banque parce qu'elle n'est pas payée. C'est un petit peu ça. Et puis les taux sont très bas, bien entendu. Et ça aussi, ça va changer dans les 2 années à venir. Les services rattachés au logement, alors vous avez ici, on va prendre un terme très québécois qui dit on magazine, c'est-à-dire que vous allez devoir aller sur Internet, voir un petit peu tous les forfaits qui existent, un petit peu comme en France, hein, entre Bouygues, Orange, en fait, toutes ces compagnies-là. Ici, c'est d'avoir Bell, Vidéotron, qui vont pouvoir offrir des forfaits qui vont couvrir la télé, le téléphone cellulaire et l'Internet à la maison et le téléphone à la maison en général pour tout ça. Donc, il y a des forfaits qu'il faut voir. Hydro-Québec est l'équivalent de EDF. En France, vous avez Gaz, Gaz métropolitain aussi, dépendamment de ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, je vais revenir sur la recherche de logement. Dans le logement, vous allez voir chauffer ou non. Ça, c'est une notion très importante. Parce que, comme vous savez, au Québec, il fait un petit peu froid l'hiver. Il y a même des hivers qui sont un petit peu plus froids que d'autres. Et donc, on a quand même besoin de chauffer un petit peu. Et le chauffage, dépendamment de la façon dont la maison est, peut coûter cher. Donc, on peut rajouter un 100 voire 200 $ par mois suivant le logement pour le chauffage. Alors, c'est important de considérer ça dans le loyer, si le loyer est chauffé ou non chauffé. On parle également de meublé, semi-meublé ou non meublé. Non meublé, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Semi-meublé, il y a les utilitaires, les électroménagers, à savoir le frigo, la cuisinière, et puis meublé, en général, il y a tout ce qu'il faut avec. Dans le semi-meublé ne comprennent pas la laveuse, la sécheuse, mais encore là, des fois, ça dépend des fois. Ensuite de ça, le système scolaire et les écoles, il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure. On a 2 systèmes scolaires, en fait, on en a même plusieurs au Québec. Vous allez retrouver, pour ceux qui veulent garder le système scolaire français, des écoles, 2 écoles qui appliquent le système scolaire français, qui sont des écoles privées, qui sont Marie de France et le Collège Stanislas. Ça peut être important pour des familles qui viennent de manière temporaire. Par exemple, une famille française qui sait qu'elle vient au Québec pour une période de 1 à 3 ans, pour ne pas perturber l'enfant, on va le laisser dans un système
français parce que le système français et le système québécois sont très différents. Alors, c'est vraiment important de bien faire son choix au niveau des systèmes. Si vous venez comme résident permanent, ben, une fois de plus, vous allez vous renseigner sur le système scolaire québécois et vous allez essayer de faire votre choix. On ne parle pas non plus des mêmes classes, les diplômes n'ont pas les mêmes équivalences. Quand on parle d'un baccalauréat au Québec, ça équivaut à une licence en France. Alors, c'est un petit peu différent, mais là, une fois de plus, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez le site du ministère de l'Éducation qui est très bien fait, qui explique école par école ce qu'il en est, comment fonctionne le système scolaire québécois, qu'est-ce qu'un plan stratégie scolaire, qu'est-ce qu'un plan pédagogique, une planification, etc. Donc, c'est très bien expliqué. Je vous conseille d'aller sur ce site-là et vous a mis des ressources de référence aussi en bas de ce PowerPoint pour que vous puissiez accéder à ces ressources-là. Les services de garde. Alors ça, les services de garde, c'est un petit peu complexe. On manque beaucoup de places en service de garde au Québec. C'est en train de changer parce qu'on a une première ministre qui se fait un point d'honneur à justement offrir les services qu'on peut offrir. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que il y a des services de garde privés et des services de garde subventionnés à 7 par jour. Les services de garde subventionnés à 7 par jour, évidemment, les places sont très rares. Les services de garde privés en milieu familial se payent à environ entre 25 et 30 par jour. Alors, ce que fait le gouvernement maintenant pour justement marquer sa solidarité face au fait qu'on manque de services de garde, ils offrent un retour parce que c'est déductible des impôts, donc ils offrent un retour de taxes mensuel. Mais attention, ça, il faut avoir résidé déjà 1 an au Québec. Donc, pour dès votre arrivée, si vous n'avez pas de service de garde, de place en service de garde à 7 il faudra penser à avoir un service de garde privé. Vous ne pourrez pas récupérer ça sur vos impôts avant 1 an. Sachant que, tiens, je parle des impôts parce que je pense que j'en ai pas parlé je ne l'ai pas mentionné dans le reste de PowerPoint. Les impôts ici sont pris à la source. C'est pour ça que je vous dis à quel point c'est important. Donc, on fait une déclaration annuelle, comme d'habitude, et les impôts sont pris à la source. L'école est payante pour les enfants? Non. Jusqu'au cégep. Jusqu'au cégep, c'est-à-dire jusqu'à l'équivalent de lycée en France, lycée plus. Oui, mal avec les équivalences, mais oui. En France, donc l'école est gratuite pour les enfants. À quoi correspond un niveau de quatrième au collège en France? Quatrième, et 3, 4. Moi, je vous conseille d'aller sur le site, sur les ressources que je vais vous donner à la fin. Toutes ces réponses-là, vous allez les trouver. Oui, non. J'avoue ne pas être certain. Vous allez trouver ça dans les ressources qu'on vous donne à la fin, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, le système de santé des assurances, on en a un petit peu parlé. Alors, le système de santé, tout ce qui, on a ce qu'on appelle la carte soleil. Oui. Cette carte-là vous donne accès à tous les services de santé, c'est-à-dire que contrairement à ce qui peut se passer en France, on ne fait pas l'avance des frais. Quand vous allez à l'hôpital, vous donnez votre carte, tout est pris sur votre carte. Quand vous allez chez le médecin, c'est la même chose. Maintenant, il y a un système parallèle, un système privé, parce que vous imaginez bien qu'au nombre de Québécois qu'on est, en pénurie de médecins et d'infirmières, les attentes peuvent être très longues pour aller voir un médecin. Déjà, pour avoir un médecin de famille, c'est assez compliqué. Quand on arrive à avoir un médecin de famille, je ne dis pas que c'est impossible. On a toujours un médecin, on se fera toujours soigner au Québec, mais ça peut être compliqué. Une fois qu'on a le médecin de famille pour avoir un rendez-vous, sauf cas d'urgence, ça peut être assez long. Donc, il y a un système privé. Il y a aussi un système justement suivant votre employeur, d'assurance complémentaire que prennent en charge les employeurs et qui vont pouvoir vous permettre d'aller dans le privé. Toutefois, si vous décidez d'aller dans le privé, il faut savoir
La consommation, écoutez, la consommation, elle se fait de manière, on est des gros consommateurs en Amérique du Nord, ça c'est pas un scoop, tout le monde le sait. Tout est nous porte à consommer encore aujourd'hui, donc tout est facile d'accès. On accède à la consommation assez facilement. Les premières choses que vous allez apprendre à connaître, c'est les dépanneurs. Alors, les dépanneurs, c'est pas du tout ceux qui viennent nous chercher avec une voiture et une poulie là, pour prendre voiture. Ici, le dépanneur, c'est la petite supérette du coin qui va vous vendre les ciseaux comme vous les avez oubliés au supermarché. Pour obtenir la carte soleil, combien de mois de travail? Il n'y a pas il y a pas de délai quand vous êtes résident permanent dans le sens où vous l'obtenez tout de suite. Dans le cas d'un permis de travail, ça peut aller au bout de 3 mois. Mais Pour la résidence, pour les pour la carte soleil. résidents permanents. Ah ouais? Ah ouais? En fait, c'est 2 mois plus les jours qui restent pour compléter 3 mois. Par exemple, si vous arrivez le 27 du mois, eh bien, ce sera 2 mois pleins plus 3 jours. Si vous arrivez le premier du mois, eh bien, ce sera 3 mois pleins de résidence pour obtenir la carte soleil. Mais vous n'avez pas forcément besoin de travailler, attention. Effectivement, ça, c'est pas lié au travail. La carte d'assurance sociale peut être obtenue dès l'arrivée et le numéro d'assurance sociale est nécessaire pour commencer à travailler. Donc, pour les premiers, disons pour les premiers 3 mois, quand on arrive comme résident permanent, il faut avoir une assurance santé privée. Ah ben, diplôme reconnu au Canada. Bon, ici, par rapport à la reconnaissance des diplômes, il y a une personne d'Irlande aussi qui nous a posé une question. Là, il faut savoir quel diplôme c'est et dans quel domaine. Il y a des professions qui sont réglementées. Par exemple, le génie, l'architecture, la Médecine. comptabilité, la médecine, l'infirmerie sont des professions réglementées. Il y a beaucoup d'accords de reconnaissance mutuelle entre la France et le Québec pour la revalidation de certaines professions qui accélèrent les démarches pour faire partie d'un ordre professionnel qui réglemente votre profession. Mais là encore là, ça dépend beaucoup de chaque cas. Si on parle d'un ingénieur commercial, par exemple, là, il faut voir, est-ce que ce qui est un ingénieur commercial en France ou dans un autre pays, est-ce que ça équivaut, est-ce que ça équivaudrait à un administrateur, par exemple, ici, au Québec? Donc, c'est pour ça que je ne veux vraiment pas aller dans les cas particuliers en ce moment, parce qu'il faut vraiment y aller diplôme par diplôme, selon le pays, selon le domaine de formation. L'expérience de travail aussi va venir jouer dans la question des révalidations des études. Il y avait je tiens à dire quelque chose en ce qui concerne la carte soleil, c'est qu'il y a des accords bilatéraux au niveau de la santé entre le Québec et la France. Ah, Et OK. dans ces accords-là, vous êtes toujours couvert par la sécurité sociale. C'est juste que pour le remboursement, c'est très long quand vous êtes au Québec. Même si vous n'êtes pas assuré par le Québec, vous serez assuré par la France grâce à ces accords de bilatéralité. Il y a d'ailleurs des accords similaires qui sont en train de se mettre en place en ce qui concerne les diplômes. Et, mais c'est ça, faut savoir ça, c'est quand même important. J'entendais, il y avait, c'est vite passé tout à l'heure, je ne le vois plus, mais en ce qui concerne le voile, euh, il n'y a pas du tout, on n'a pas de problème avec le voile, comme je sais qu'il y a pu avoir en France. Il y a des femmes voilées qui travaillent au supermarché, caissières à la banque. Je pense que ça peut déranger certaines personnes, mais il y a des accommodements raisonnables au Québec et le voile n'a jamais soulevé une polémique comme ça a pu être le cas en France. Et personnellement, je suis assez d'accord avec monsieur, c'est parce qu'on a sur la tête qui est important, mais ce qu'on a dedans. Si vous arrivez avec un voile, avec un beau sourire, on ne vous dira rien. Maintenant, en ce qui concerne la burqa, là, effectivement, je sais qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Encore là, les accommodements raisonnables sont assez ouverts, mais si on ne voit pas la personne, la communication est assez difficile. Euh, c'est ça qui est l'entente avec la France et Québec. On va continuer donc sur la consommation. À savoir aussi que les banques maintenant arrivent à favoriser, vous avez pu entendre des choses
quand on est immigrant, on a du mal à avoir l'équivalent de ce qu'on appelle une carte bleue, ici, une carte de crédit. La carte de crédit est vraiment une carte de crédit, un peu comme une carte Cofinoga, comme vous pouvez avoir en France. Il n'y a pas l'équivalent de la carte bleue, mais on a ce qu'on appelle une carte de débit qu'on vous donne tout de suite quand vous ouvrez un compte et qui va aller assez vite. Alors, on va aller passer assez vite parce que c'est vrai qu'on a tellement de choses à dire, mais ça va très vite. L'intégration culturelle et professionnelle maintenant. Alors, ce qui est important, c'est la communication. C'est pas parce qu'au Québec, on parle français que quand on est français, on comprend les Québécois quand on arrive ici. Ça peut être compliqué. On parle de parlure québécoise et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Ça peut porter à confusion. Ça peut aussi être très drôle. Mais il faut rester ouvert à la différence de l'utilisation des mots qui sont utilisés au Québec. Quand on n'est pas. La langue du Québec, c'est le français. Et il est important, il est primordial de parler français. Mais maintenant, parler anglais au Québec, c'est aussi important parce que le Canada est un pays bilingue. Et personnellement, je pense que quand on ne parle qu'une langue au Québec, on s'handicape de la moitié des conversations qu'on pourrait avoir avec les gens. Donc, c'est aussi important de parler anglais au Québec. La philosophie d'entreprise et le travail en équipe, la grosse différence entre la France et le Québec, c'est la hiérarchie. En France, le système de hiérarchisation est très important. Il y a le boss, le sous-boss, le petit chef, et après, il y a la personne. Chez nous, ça n'a pas tellement d'importance. Chacun a des responsabilités différentes qui sont plus grosses ou moins grosses. Mais on travaille tous en équipe avec une communication qui est à l'image de ce système-là. Donc, on parle de manière limpide, on a une grande communication et c'est pas du tout, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'abus de pouvoir, il n'y a pas un pouvoir qui va être utilisé de manière autoritaire. Le pouvoir va être plus une forme de responsabilité que d'autorité. Le mode vie québécois, je vous le laisse découvrir. Mais on dit que j'ai entendu justement un ex-premier ministre il y a peu de temps qui disait, puis c'est vrai, j'ai fait mes recherches, que le Québec était le pays, même, il a parlé de pays, mais ça devait être un pays qui avait l'indice de bonheur le plus gros au monde. J'ai pas de mal à le croire parce que je pense qu'au Québec, on se plaint beaucoup, mais on est très les loisirs et les sports, le ski, le hockey, la raquette, tout est faisable. Le kayak l'été, la marche, il y a plein de choses à faire. La culture, culturellement, il y a beaucoup de choses. On est sous l'influence de la culture européenne, mais aussi nord-américaine. Il y a beaucoup de festivals de jazz, de festivals d'hiver, de festivals d'été, beaucoup de musique, c'est très musical, très coloré. Les communautés sont présentes, mais ne sont pas imposées. Il y a des communautés qui sont très importantes, mais c'est très multiculturel. Surtout en ce qui concerne Montréal, c'est une métropole, mais Québec le devient de plus en plus. C'est vraiment très, très, très multiculturel et on ne sent pas qu'il y a des clans de Français, d'Arabes, de Chinois. Tout est mélangé un petit peu partout et c'est très agréable, surtout au niveau des différences et des relations interpersonnelles. Et les clés d'une bonne intégration, c'est d'observer le pays dans lequel vous allez arriver, d'observer comment les gens vivent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et d'essayer de se faire une place, tout simplement. De les observer avant d'imposer qui vous êtes, sachant qu'être un étranger dans un nouveau pays, c'est une richesse pour le pays, c'est une richesse pour vous parce que c'est une expérience. Mais pour que les choses se fassent bien, il faut qu'elles se fassent dans le respect les uns et les autres. Alors, je pense que le Québec a montré une ouverture pour accueillir les personnes étrangères, mais je pense aussi aux personnes étrangères de savoir respecter cette ouverture-là. Voilà. Les dangers, c'est la critique. Donc, malheureusement, on a atteint notre temps, mais on va quand même prendre un petit peu le temps d'aborder un petit peu sur nos amis espagnols qui sont là. Peut-être que tu vas leur dire d'attendre un petit peu. Oui. Bon, peut-être on peut passer à notre. Je vais demander s'ils vont recevoir le PowerPoint. Oui, absolument. Oui. Donc, oui, à ceux qui ont demandé au début s'ils allaient pouvoir recevoir le PowerPoint, la réponse est oui. Alors, à ce moment-là, ce que je vous demanderai de faire, c'est vous avez eu une petite carte qui est ma carte valeria.bedou@capidel.com sur laquelle vous aviez l'information de la conférence. À ce moment-là, envoyez-moi un courriel et je me ferai un plaisir de répondre de vous envoyer le
PowerPoint et de répondre à des questions s'il y a des questions plus précises, de vous diriger vers des ressources plus adaptées. Carole, on va essayer de le faire plus souvent parce qu'on nous a souvent demandé justement ce genre de conférence. Mais on va également mettre cette conférence parce qu'elle est enregistrée. On va la mettre publique sur notre site internet. Comme ça, vous pourrez la revoir si vous avez manqué des informations. Génial. Alors, à bientôt au Québec. On vous attend. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on va pouvoir faire la conférence. Enfin, c'est Monsieur Martineau qui va pouvoir faire la conférence en espagnol. Voilà. Je te laisse. Je te souhaite un bon courage. Tu n'as pas besoin de moi. Non, ça va. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Donc, est-ce que tu pourrais demander à César qu'il m'aide à faire le changement? Il arrive. Regarde. Demande à César. Veni, vidi, veci. Qu'est-ce que tu veux? Donc, juste mettre le PowerPoint en espagnol.